Bon, c'est terrible, hein, cette mort. Plusieurs qui étaient extrêmement jeunes. Donc d'abord, je veux apporter toutes mes condoléances aux familles. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, ce qu'il faut absolument faire, c'est rétablir le dialogue. On a vu Emmanuel Macron aller sur place. On a eu l'impression que ça permettait d'apaiser un peu la situation. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Emmanuel Macron, il ne revient sur rien. Et donc, il ne revient pas sur cette loi constitutionnelle, sur le dégel du corps électoral, qui est ce qui a mis le feu aux poudres. Hein. Il ne propose pas, ainsi que je l'ai demandé avec d'autres, avec d'anciens premiers ministres aussi, mais de remettre sur place un processus qui soit un processus impartial. On a besoin de désigner une personnalité républicaine incontestable pour reprendre les négociations vers un accord politique global, M. Wittenberg. Le retrait de ce projet de loi, c'est ça le préalable? Ce n'est pas d'abord le retour à l'ordre, le préalable? On voit bien que le retour à l'ordre, il est difficile à mettre en place. Comment est-ce qu'on le garantit, le retour à l'ordre? C'est en mettant en place les conditions en faisant cette concession, de ce dialogue. Donc. Mais en disant, voilà, dans les dernières années, tout a été mal emmanché. L'État a donné l'impression d'être partial. Aujourd'hui, on se remet autour de la table pour un accord politique global qui comporte les questions constitutionnelles, mais aussi économiques, sociales et environnementales. À 2 semaines des européennes, ce sera donc le 9 juin, la campagne, votre campagne bat son plein. Vous dévoilez d'ailleurs une nouvelle affiche que l'on verra sur les panneaux électoraux bientôt. Oui. Mais dans les sondages, force est de, quand on voit cette affiche, donc vous êtes à la peine, notamment face à Raphaël Glucksmann, qui attire une partie de l'électorat de Yannick Jadot, il y a 5 ans, qui votait écologiste et qui aujourd'hui est plus tenté par sa liste, celle de Raphaël Glucksmann, que par la vôtre. Comment l'expliquez-vous et surtout comment vous allez y remédier? Écoutez, moi, ce que je veux dire à ces gens-là, à ces électeurs, ces électrices qui veulent voter pour l'écologie, c'est qu'il ne faut pas se fier aux contrefaçons, qu'il faut voter écologie. Je vous explique. Sur la liste de Raphaël Glucksmann, on a des gens, des colistières, des colistiers qui défendent des pistes de ski en plastique dans des aires naturelles dans les Pyrénées ou encore une autoroute, la 69, qui est décriée par des milliers de scientifiques. Sur le terrain, c'est comme ça. Et au Parlement européen, eh bien, les socialistes, quand vient le moment du choix entre la préservation du modèle économique dominant actuel, par exemple sur la politique agricole commune, eh bien, ils font en permanence le choix de la protection de ce modèle économique plutôt que le choix de l'écologie en votant pour les méga-camions, pour l'austérité ou le détricotage environnemental de la PAC. C'est plutôt une liste anti-écologique. Vous avez cité des exemples précis. Oui. C'est la ligne défendue par Raphaël Glucksmann lui-même? Vous entendez cela, cette musique-là, dans cette campagne? Raphaël Glucksmann, vous savez, c'est la tête de gondole qu'on met devant pour cacher les ambiguïtés socialistes. Moi, ce que je dis à ces électeurs et ces électrices, c'est attention à ne pas voter pour le produit sympa qu'on a mis en vitrine le 9 juin et de se retrouver avec le retour de François Hollande le 10. Si vous voulez voter écologie, il n'y a pas d'autre choix que de voter écologiste. Le produit sympa, c'est plutôt vous, hein, si je vous comprends bien. Je reprends votre expression. Le produit sympa, ça c'est sûr, je suis aussi un produit sympa. Manon Aubry, tête de liste de la France Insoumise, elle aussi, elle se revendique de l'écologie. En tout cas, elle dit qu'il y a des mesures dans son programme qui correspondent à la transition écologique et qui vont même plus loin, dit-elle, que ce qui est mené actuellement. Elle était d'ailleurs hier présente devant le siège du groupe Amundi. Pourquoi? Parce qu'Amundi, c'est l'un des principaux actionnaires du groupe Total et il y avait une manifestation annuelle, disons, contre ce groupe pétrolier. D'ailleurs, vous n'y étiez pas pour cause de campagne, mais vous soutenez ces mouvements. Là, c'était contre Amundi, contre Total, même quand il y a des exactions. C'est mérité pour vous? C'est logique en tout cas. Pourquoi faut-il une mobilisation pour demander à Total et ses actionnaires de respecter l'accord de Paris, de cesser de détruire la planète? Ça me semble parfaitement logique, légitime. Et effectivement, j'y suis d'habitude tous les ans. Là, on voit sur vos photos, vos vidéos, qu'il s'agit en priorité de jeunes non violents, qui demandent simplement à respecter la planète et qui ont été réprimés par les forces de l'ordre, parfois à base de coups de poing. Et moi, je suis extrêmement inquiète de cette répression, qui est une double faute, à mon sens, à la fois une atteinte à la démocratie, mais aussi une erreur de la part de l'État de protéger les pollueurs plutôt que de protéger celles et ceux qui veulent protéger notre planète, notre avenir commun. Vous savez, en continuant de creuser des puits de pétrole et de gaz, Total creuse tout simplement notre tombe. Et donc, il faut absolument agir. Et l'État ferait mieux de pousser Total à sortir de ses investissements dans les énergies fossiles plutôt que de réprimer celles et ceux qui y appellent. Marie Toussaint, dans votre programme, il y a le fonds de souveraineté écologique. Oui. Vous proposez, en gros, vous allez nous expliquer ça, de transférer la majorité des actions des plus grosses entreprises pétrolières. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Eh bien, c'est comme Total. Mais par la contrainte, en quelque sorte.
Oui. C'est une sorte de nationalisation. Expliquez-nous. Au niveau européen. Ouais. On a aujourd'hui des grandes entreprises pétrogazières européennes qui, à l'instar de Total, continuent d'investir dans le pétrole, le charbon et le gaz. Alors que tous les scientifiques nous disent qu'il faut arrêter, les scientifiques du GIEC, mais l'Agence internationale de l'énergie aussi. Si on les laisse faire, ils vont continuer à investir, à se faire des profits, à les réinvestir dans les énergies fossiles. Cela doit cesser. Et donc, je demande un fonds de souveraineté écologique européen qui permette de rentrer au capital, devenir actionnaire majoritaire de ces entreprises. Pour faire quoi ? Bien, pour retirer tous ces investissements qui détruisent et les déplacer intégralement dans les énergies renouvelables. C'est bon pour le climat, évidemment. C'est bon pour la santé, c'est bon pour l'emploi sur notre territoire. En bref, c'est gagnant, gagnant, gagnant. Mais en même temps, vous êtes conscient qu'il n'y a pas de majorité aujourd'hui au Parlement européen pour voter cela. Votre groupe écologiste au niveau européen, c'est le 4e, il y a 74 eurodéputés. Et si on en croit les différentes enquêtes d'opinion, c'est pas le mouvement qui est le plus en essor dans les enquêtes d'opinion. C'est pour ça qu'il faut se mobiliser, Monsieur Wittenberg. C'est pour ça qu'il faut se mobiliser. Moi, je me souviens, il y a 5 ans, on nous prédisait le groupe le plus petit, un très petit groupe écologiste au Parlement européen. Les électeurs et les électrices se sont mobilisés. Nous avons arraché le pacte vert et nous avons, grâce au vote, et nous avons obtenu des avancées majeures pour le climat, pour la santé, pour mettre les lobbies hors de nos institutions. Et donc, seuls les combats qu'on ne mène pas sont perdus d'avance. Moi, je sais. Que vous avez, en 5 ans, il y a un bilan des députés écologistes. Ah bien sûr, il y a un bilan. Par exemple, j'ai fait inscrire dans le droit européen sur certaines décisions européennes. J'ai fait inscrire dans le droit européen les crimes contre l'environnement, les plus graves d'entre eux, les écocides. Personne ne s'y attendait et pourtant on l'a fait. Et c'est le message que je veux passer face au défi climatique et environnemental qui est le défi de notre siècle. On ne peut pas laisser les bras. Il faut y aller, il faut se mobiliser. Quand on se mobilise, ça marche. Donc le 9 juin, vous savez ce qu'il vous reste à faire. En France, néanmoins, comme pratiquement dans tous les pays européens, ce ne sont pas les écologistes, mais les partis nationalistes, souverainistes qui ont le vent en poupe. Est-ce que vous vous attendez, malgré tout, à ce que le 9 juin, il y ait une poussée de l'extrême droite, que montrent toutes les enquêtes d'opinion aujourd'hui? Et est-ce que ça ne risque pas d'être ça, le fait majeur de ces élections aujourd'hui? J'en ai bien peur et ça m'inquiète beaucoup. Cette gangrène de l'extrême droite, elle est partout et il faut bien comprendre que ces extrêmes droites, accompagnés des lobbies, ont déjà une influence majeure sur la majorité politique, les conservateurs, les libéraux, les socialistes, qui ont déjà reculé sur un certain nombre de mesures environnementales. On l'a vu au premier trimestre 2024, sur la PAC, sur les méga-camions, sur les OGM, sur l'austérité. Et face à cette digue qui cède, il faut absolument voter écologiste. En somme, le 9 juin, ce sera soit le pacte brun pour l'avenir de l'Europe, c'est-à-dire la destruction de l'Europe et la grande régression environnementale, soit au contraire une nouvelle poussée vers la bifurcation écologique et sociale. Un autre pacte vert, puisque vous avez parlé de pacte brun. Un nouveau pacte vert, exactement. Merci beaucoup, Merci à Marie Toussaint, tête de liste donc des écologistes pour les élections européennes du 9 juin. C'est la suite de Télématin. Merci.